Bonjour à tous et bienvenue dans On en parle à Taïwan qui vous est présenté aujourd'hui par Lisa Dufaux, Florian Dai et Sasa. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, nous allons parler, pour ma part, de l'actualité autour du chat léopard. Waouh, super. Un léopard très mignon. Moi, je vais vous parler de la loi taïwanaise sur le mariage entre cousins, puisqu'il est question de possiblement assouplir les règles interdisant le mariage entre certains types de cousins. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. C'est un peu moins mignon. Pourquoi pas ? Pourquoi pas. Vous allez voir. Et alors de mon côté, c'est le summum de la beauté. C'est ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a une Joconde taïwanaise ? Ou plutôt, je devrais dire une Joconde à Taïwan. Bon, faut pas non plus trop d'espoir, mais voilà. J'ai une petite idée, mais tu nous feras peut-être un quiz ? Ça On dépend. essaiera de deviner. Qu'est-ce qu'on appelle une Joconde ? Est-ce qu'on commencerait par ça, du coup ? Si ça vous intéresse. Oui, allez. Ok. Du coup, je sais pas trop comment tu penses faire ça sous forme de quiz, mais... Moi, j'ai une première idée. Mm-hmm. Est-ce que c'est pas dans le... Il y a un musée à Tainan qui est un peu... on va dire... Le musée Chimay ? Original, oui, c'est ça. Mm-hmm. Avec un peu des... Ils aiment bien avoir des statues un peu occidentales. Mm-hmm. Il y a énormément de violons aussi, une collection impressionnante. Des sortes de fontaines de jardin. Donc je me disais, peut-être qu'avec une Joconde, c'est peut-être là-bas. Eh ben non, pas du tout. Non. J'ai une autre idée. J'ai une autre idée. Alors, qu'est-ce que tu nous en dis ? J'ai une autre idée. Est-ce que c'est une Joconde avec un visage de chat ? Alors là, ça aurait été parfait pour cet épisode d'On en parle à Taïwan, carrément un chat léopard, mais non, pas du tout. Ok, bon, je donne ma langue au chat alors. Au chat léopard. Son visage est assez ressemblant, en fait, de la vraie Joconde, entre guillemets. Enfin, vous verrez, parce qu'il y a vrai et puis moins vrai, mais... Là, c'est le suspense, là. Alors, en tout cas, c'est un sujet dont vous entendrez sûrement parler ces prochaines semaines. Et peut-être même pas seulement à Taïwan, parce que, en fait, le 29 novembre, donc ce week-end, la chaîne de télévision Discovery a diffusé un documentaire qui pose la question suivante. Est-ce qu'une version plus jeune du portrait de Mona Lisa ne se trouverait pas à Taïwan ? Waouh ! Donc ce serait plus jeune que celle qui est exposée au Louvre ? Oui. D'accord. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Mm-hmm. Alors, tout d'abord, je reviens un petit peu sur l'histoire de la Joconde, ce fameux tableau emblématique de la Renaissance, exposé au Louvre, qui a déjà 500 ans et qui a une histoire pleine de rebondissements, parce que, comme vous le savez, ce tableau n'est pas seulement célèbre parce que c'est un chef-d'œuvre sur le plan esthétique, mais aussi parce qu'il a fait la une des journaux en 1911, car il a été volé. Est-ce que vous savez par qui ? Arsène Lupin. Et non. C'est vraiment marrant. C'était pas quelqu'un du musée ? Et ben voilà, c'est assez incroyable. Mais ils l'ont retrouvé après, plusieurs années après. Voilà. En fait, c'était Vincenzo Perugia, un vitrier qui avait travaillé au Louvre. Il aurait apparemment dissimulé le tableau sous sa blouse, ni vu ni connu. Comme quoi, on a parfois l'impression que l'histoire se répète un petit peu avec ce qui s'est passé cette année. Comme quoi, le Louvre n'est pas si bien gardé. Et donc, effectivement, ce tableau a été retrouvé 2 ans plus tard, en Italie. Mais est-ce qu'il y a vraiment une seule Joconde ? Donc, c'est la question que pose ce documentaire Discovery qui s'appelle A Mona Lisa Obsession, une obsession pour Mona Lisa, et qui prend pour point de départ donc un fameux tableau conservé à Taïwan, qui est considéré en tout cas par quelques experts, comme pouvant être une plus jeune version de la Joconde. C'est-à-dire c'est la même personne, mais peut-être une dizaine d'années avant. Et donc, c'est un brouillon en fait. Alors, vu la précision, c'est pas un brouillon, honnêtement. Je sais pas, c'était peut-être une manière de faire de la chirurgie esthétique à l'époque, tu vois, tu peins la personne plus jeune qu'elle l'est. Donc, ce documentaire, je reviens dessus, propose une exploration non seulement artistique, historique et scientifique qui s'étend sur plusieurs siècles et relie plusieurs collections dans plusieurs pays.
Et vraiment, c'est un sujet passionnant parce que ce tableau de Léonard de Vinci a toujours été auréolé de mystère. Donc, on suppose qu'il s'agit du portrait de Lisa del Giocondo, l'épouse d'un riche marchand florentin. Mais il y a toujours eu des débats et des recherches autour de cette œuvre, ça n'a jamais vraiment cessé, et notamment des spéculations persistantes sur l'existence éventuelle de différentes versions de la Joconde. C'est sûr qu'il y a différentes versions, mais après il y a encore des débats à ce sujet. Ah, donc tu veux dire un tableau qui aurait aussi été peint par Léonard de Vinci, mais de la même personne, mais quelques années avant? Alors, j'avais compris peut-être peint par une autre personne. En fait, justement, ce sont normalement, alors jusqu'à aujourd'hui, peut-être que ça changera un jour, justement avec cette Joconde à Taïwan, mais il y aurait pour l'instant, en tout cas les chercheurs pour l'instant sont d'accord là-dessus, il n'y aurait qu'une Joconde entre guillemets originale qui a été peinte par Léonard de Vinci, et c'est celle qui se trouve au Louvre. En revanche, ce qui est sûr, c'est que il y a d'autres versions, donc des portraits de la même personne dans la même position pratiquement, enfin vraiment qui ressemblent énormément, qui ont été peintes dans l'atelier de Léonard de Vinci, plutôt par ses élèves. Donc il y a notamment une version qui est exposée au musée du Prado, donc à Madrid, et il y a une autre version qui est quant à elle revendiquée par ses propriétaires comme pouvant être une œuvre de Léonard de Vinci avant l'original, mais cette attribution ne fait pas l'unanimité chez les spécialistes, et c'est la version d'Isleworth conservée à Genève. Voilà, en tout cas, il y a plusieurs copies de la Joconde qui ont été réalisées par des contemporains ou des élèves de Léonard de Vinci. Mais je reviens à Taïwan quand même parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc le documentaire présente un tableau de la collection de Huang Zhongzhen, Frank Huang, fondateur de l'entreprise de semi-conducteurs Powerchip. Et donc sur ce tableau, il y a le portrait d'une femme, honnêtement, si vous regardez le documentaire ou les extraits, qui ressemble vraiment, vraiment beaucoup à Mona Lisa, avec un visage plus jeune et une expression plus douce. Et lui-même, donc le collectionneur Frank Huang, pense que en fait c'est un portrait donc de Mona Lisa plus jeune, et d'après lui, c'est un tableau de Léonard de Vinci. Parce que donc non seulement elle lui ressemble beaucoup, mais en plus, comme il est passionné d'art, il a passé énormément de temps à étudier ce tableau. Il a essayé d'étudier aussi les techniques qu'utilisait Léonard de Vinci, son coup de pinceau. Il a aussi une formation scientifique, donc il a regardé au niveau de l'anatomie et tout ça, les jeux d'ombre et de lumière. Et il pense que c'est vraiment du niveau de Léonard de Vinci. Donc voilà, d'après lui en tout cas, ça pourrait être une œuvre de Léonard de Vinci. Donc il y a notamment la technique du sfumato, je ne sais pas si vous connaissez, que Leonardo de Vinci a popularisé et peut-être même inventé. Il s'agit de la superposition de très fines couches de glacis pour créer des transitions douces entre ombre et lumière, sans ligne ni contour visible. C'est en fait ce qui rend dans ce tableau l'effet un petit peu vaporeux. Je ne sais pas si vous voyez de la Joconde et aussi du paysage qui est derrière elle. Et on retrouve ça aussi sur la Joconde de Taïwan. J'aime bien dire la Joconde de Taïwan, ça fait vraiment bizarre. Donc les spécialistes n'ont pas encore vraiment déterminé, en tout cas ils n'ont pas dit que c'était un deuxième original de la main de Léonard de Vinci. Il n'y a pas de preuve irréfutable à ce stade, mais bon, peut-être qu'un jour avec les recherches qui se poursuivent, on verra éventuellement si c'est un autre tableau de Léonard de Vinci, mais même si c'est une copie, honnêtement, il est déjà magnifique. Alors, comment est-ce que Frank Huang a dégoté cette Joconde, entre guillemets ? En fait, déjà, il a une collection d'œuvres d'art impressionnantes accumulées sur 30 ans. Malheureusement, pour le moment, elle est privée, donc on ne peut pas la visiter comme un musée. Et il y a 6 ans, il feuilletait un catalogue de Sotheby's et il est tombé amoureux d'une œuvre qui ressemblait à la Joconde, vendue par une famille italienne. Donc il ne savait pas du tout par qui ce tableau a été peint. Mais bon, il a craqué et il a participé à la vente aux enchères et il a décroché ce tableau pour la modique somme de 1,6 million de dollars américains. Voilà, un investissement
En tout cas, quand on aime, on ne compte pas. Et donc pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait à peu près là-dessus. Ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est qu'il replace la collection de Frank Huang dans le contexte mondial, en le reliant aussi à des spécialistes du monde entier qui sont venus étudier aussi ce tableau. Puis on espère qu'un jour, cette œuvre sera montrée au public, parce que pour l'instant, elle est encore privée. Et pour ceux qui ont envie de regarder ce documentaire, donc après Taïwan, il sera aussi diffusé sur Discovery au Japon, en Inde, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie du Sud-Est entre le 5 et le 14 décembre. On a notamment des auditeurs qui nous écoutent d'Inde, donc peut-être qu'ils pourront regarder. Je ne sais pas s'il sera diffusé ensuite en France, mais bon, on verra. Peut-être qu'on en entendra parler prochainement. Voilà. Merci. Ouais, c'était intéressant, je m'y attendais pas du tout. Et du coup, je mets la bande-annonce du documentaire dans l'article qui va avec On en parle à Taïwan sur notre site. Donc si vous avez envie de regarder, n'hésitez pas, vous verrez les plusieurs versions de la Joconde. Et puis il y a une grande partie qui est en anglais. Voilà. D'accord. Eh bien, j'ai envie de continuer parce qu'on avait aussi parlé d'une vidéo récemment. Alors, c'est pas sur la Joconde, c'est sur un chat léopard qui a été vu dans les montagnes de Alishan. Donc, le chat léopard, c'est une espèce protégée à Taïwan, même s'il y a d'autres chats léopards en Asie aussi. À Taïwan, c'est un petit félin, donc de la taille d'un chat domestique, avec un pelage beige-roux tacheté comme un léopard, qui est la seule espèce féline endémique encore présente à Taïwan. L'autre étant la panthère nébuleuse, qui a été déclarée éteinte en 2013 à Taïwan. En tout cas, c'est trop mignon. Vous verrez aussi la photo sur notre site. Voilà, et donc là, ce qui était assez nouveau, c'est que ça faisait 31 ans que ce chat léopard n'avait pas été observé dans la région d'Alishan. Ah oui. On le retrouve beaucoup plus souvent autour de Miaoli, Taichung, parfois un petit peu plus au sud aussi à Yunlin et Tainan, mais pas aussi haut dans les montagnes non plus en général. Parce qu'en fait, c'est un animal qui aime bien vivre dans les zones finalement assez proches de là où il y a des gens qui habitent. En fait, c'est pas forcément un animal qui aime bien la forêt primaire. En fait, il aime bien la forêt secondaire. Donc, Et par contre, si effectivement c'est une espèce qu'on retrouve de plus en plus souvent photographiée, par exemple, ou filmée dans la nature, les chasseurs ont aussi observé que la faune sauvage s'approche de plus en plus des zones habitées et des chats léopards ont été observés justement en train de chasser des poules dans des zones montagneuses de Miaoli et Hsinchu. Et ils ont même dit que si vous êtes victime d'une attaque par un chat léopard, un ours noir ou tout autre grand carnivore, c'est génial d'avoir ces trois-là juste à côté, et c'est possible de le signaler au bureau de conservation des forêts, et les indemnisations fonctionnent avec les mêmes normes qu'en cas d'attaque par un ours noir. J'avais... bon, c'est quand même... mieux être mordu par un chat léopard. Oui, c'est pas le même gabarit, j'allais dire je justement. pense que c'est plus... S'il y a des poules qui sont attaquées, par exemple, si on perd des animaux à cause des ça, parce qu'il a la taille d'un chat, mais il est féroce quand même. C'est vrai que c'est assez impressionnant parce que il est pas très grand, il a la taille d'un chat ou un peu plus grand, mais bon, pas énorme, quoi. C'est pas un léopard. Et il attrape des petits cervidés et tout. Mais j'avais entendu dire que justement, il se mettait sur une branche d'arbre. Il grimpe très bien. Pour les attraper en leur sautant dessus par le haut. Ouch. Ouais, et donc ils aiment bien aussi vivre près du lit des rivières. Et ils ont remonté apparemment donc la rivière Zhengwen vers sa source, et c'est comme ça qu'ils sont arrivés dans les montagnes d'Alishan où ils ont été de nouveau observés. Alors, on avait aussi parlé assez récemment du chat léopard dans un tout autre contexte, qui est avec une chaîne de boissons de thé aux perles, Taiyuan's, qui avait fait une publicité controversée sur un nouvel achat d'oranges chat léopard pour ses boissons. Ah bon, c'est-à-dire Je sais que je vous ai perdu. Attendez. On va revenir un petit peu plus tard sur l'aspect controverse, mais d'abord, qu'est-ce que c'est que ces oranges chat léopard ? Est-ce que vous en avez une idée ? J'imagine que ce sont des oranges tachetées. Ah bah non. Oui. Non ? Je Même sais pas, j'ai pas d'idée, je vois pas le lien. En fait, franchement, je sais pas. Je donne ma langue au chat léopard.
Miaou. C'est un mouvement d'agriculteurs qui ont voulu encourager la promotion de produits agricoles qui sont plus respectueux de l'environnement dans leur culture, en fait. Et donc, au niveau de ces oranges, eh bien, ils s'engagent à ne pas utiliser certains produits chimiques, certains pesticides, et à laisser les herbes en dessous du verger, donc relativement hautes, pour que ce soit une zone où le chat léopard puisse s'installer aussi, vivre ou passer, sans que ce soit complètement tondu à ras et que du coup ça offre aucune protection ou aucun animal. Je comprends mieux comme ça. Ok. Voilà. Ça a plus de sens que les oranges tachetées. Et donc, il y a tout un groupe d'agriculteurs à Zhongliao, dans le comté de Nantao, qui ont lancé ce projet-là donc, parce qu'ils avaient remarqué une diminution de l'activité des chats léopards dans les environs. Et donc, ils ont mis en place un label, en fait, le label chat léopard, avec des normes précises sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, quels produits utiliser ou pas. Et c'est controversé. Alors, c'est controversé parce que quand Dai Yuanzi a annoncé utiliser ces oranges, les agriculteurs, ils ont dit « moi, j'ai aucun contrat avec Dai Yuanzi ». Et donc, même s'ils ont acheté effectivement des fruits dans la région depuis plusieurs années, les oranges en question, apparemment, n'étaient pas achetées chez des agriculteurs ou des... qui pratiquaient ça. Ah ouais. Ça. Et donc, ils avaient... C'est osé quand même. Ils n'ont pas dit ni de quantité, ni d'origine précise de ces oranges. Et ils en ont fait la promotion. Donc, bon, quelque part, ça remet un petit peu le focus sur la protection des zones dans lesquelles vivent les chats léopards. Mais ça peut être aussi une publicité mensongère. Exactement. Et donc, il y a l'association des consommateurs qui ont aussi un petit peu saisi cette histoire-là en se disant ça fait à la fois que les consommateurs des boissons pensent que ces boissons à l'orange contiennent des oranges provenant des vergers protégeant les chats léopards. Et puis c'est dommageable aussi pour la réputation de ces vergers qui perdent en crédibilité si leur nom est repris par des marques qui n'achètent pas de leurs produits. Donc voilà, les acheteurs réels de ces oranges pourraient aussi faire face à une baisse de confiance de leur clientèle. Voilà. Et donc une petite précision aussi sur le label chat léopard, il en existe 2 versions. Une en noir et blanc qui promeut une utilisation limitée des pesticides, mais notamment pour les fruits, parce que parfois pour certains produits c'est difficile de s'en passer, avec la traçabilité du produit et le respect de certaines normes favorables au chat léopard. Et une version du label en couleur, qui là est aussi équivalente à produits biologiques ou label vert, et donc c'est des normes plus strictes au sujet des pesticides et engrais qui s'appliquent. Donc voilà les 2 versions pour ce label chat léopard. Donc je ne sais pas trop comment ça va continuer là-dessus. Tu nous as fait découvrir quelque chose. Je connaissais pas du tout. Et si vous voulez en savoir plus au sujet du chat léopard et que vous êtes à Taïwan en ce moment, eh bien il y a une exposition à la Bibliothèque nationale de l'université Jinan à Puli, donc dans le comté de Nantao, dans les montagnes, qui est visible à partir de maintenant et jusqu'au 1er mars 2026. Tous les jours en période scolaire, de 9h à 21h30. Ok, une bonne sortie pour aller à la fois dans les montagnes à Puli et voir une expo. Voilà. C'était toute l'actualité un petit peu des chats léopards, parce qu'il y avait ces 3 éléments qui étaient un peu en parallèle, dont je voulais revenir un petit peu dessus. Et ça me fait penser également à une exposition qui est pas très loin dans la région d'Alishan. C'est à la dernière station de ce fameux petit train de Alishan, la station Zhaoping. On en a parlé sur notre site internet. C'était dans l'actualité mercredi. Voilà. Donc une exposition qui a été organisée par le cabinet d'architecture Michel et Miquel, dont on vous a parlé de temps en temps sur Radio Taïwan International, parce qu'ils ont reçu des prix d'architecture pour des projets qu'ils ont fait à Taïwan, notamment dans la ville en pratique par exemple. Et donc là, ils ont collaboré avec le bureau des forêts de la région de Jiayi à Alishan pour faire une exposition notamment sur l'histoire du lieu qui met en valeur l'ancien village des ouvriers qui étaient là pour couper les arbres à l'époque japonaise et après aussi, quoi.
Enfin voilà, ça peut être une très bonne idée, je pense, de sortie week-end, Pouli et Alishan, pour voir de super expos. Et peut-être des chalets au parc. Ah bah oui, oui, bon là, il faut avoir quand même beaucoup de chance, mais voilà. Eh bien, on va passer au mariage entre cousins, puisqu'en effet, le bureau de recherche du Parlement taïwanais a récemment publié un rapport qui analyse les possibles assouplissements à la loi suite à une affaire qui a tout à coup fait de la question un sujet de débat. Alors, l'affaire remonte à 2018 avec le mariage d'un couple taïwanais à Kaohsiung, dans le sud de Taïwan, qui a par la suite découvert que leur grand-mère était sœur, et qui sont donc ce qu'on appelle des cousins... Germain ? Non, pas Germain, justement. Non. Oh là là, je sais pas. Éloigné ? J'ai dû vérifier moi aussi. Ah non, je sais pas. Des cousins issus de Germain. Ah bon ? Oh là, Oui. c'est la première fois que j'entends cette expression. Parce que leurs parents sont cousins germains, en fait. Exactement. Ce qui va à l'encontre du code civil taïwanais, qui interdit les mariages entre les cousins germains, entre les cousins issus de Germain, et bien sûr les mariages entre personnes encore plus proches, comme les mariages entre frères et sœurs ou entre ascendants. Donc suite à cette découverte, le mariage de ce couple a été officiellement annulé de manière rétroactive par un tribunal, donc la douche froide. Et c'est de là qu'est née cette réflexion pour éventuellement assouplir la loi. Alors dans son analyse, le bureau de recherche du Parlement a examiné la possibilité d'abolir l'interdiction de mariage pour les mariages entre cousins issus de Germain, donc pas pour les cousins germains. Mais il n'y a pour l'instant aucun projet de loi ou une proposition de loi qui a été proposée pour amender la loi dans ce sens. Donc c'est juste une idée qui est là dans l'air, en réflexion. Et dans l'étude des arguments en faveur d'un assouplissement, le bureau de recherche précise d'abord que cette interdiction dans le code civil taïwanais date de 1998 et vise à éviter des effets biologiques néfastes dus à la consanguinité. Mais ces dernières années, plusieurs pays ont assoupli leur législation en mettant en avant la liberté personnelle. Donc des pays comme le Japon, la France et l'Allemagne autorisent même les mariages entre cousins germains. Et... Ça, je savais pas. En France, on a le droit de se marier avec son cousin ? Oui, tout à fait. Ah ouais, je savais pas non plus. Et c'est même la norme dans le monde, puisque la majorité des pays autorisent les unions entre cousins germains. Il y a même certains pays dans lesquels c'est traditionnel, en fait, le mariage entre cousins. Dans tout ce qui est royauté ou élite, il y a toujours eu un peu quelque part l'entre-soi. Oui. Mais je pensais pas que maintenant, avec... Non, c'est encore très courant. Et parmi ceux qui l'interdisent, outre Taïwan, donc, on a la Chine, ce qui peut-être peut se comprendre un peu plus, parce qu'avec la politique de l'enfant unique, les cousins germains déjà sont considérés presque comme des frères. Ils s'appellent frères et sœurs tellement... ils n'ont pas de cousins, donc... ils n'ont pas de frères et sœurs, donc leurs cousins sont comme leurs frères et sœurs. Même si ça change maintenant de nouveau. Mais aussi, on a en Asie le Vietnam, les Philippines et la Corée du Sud. En Europe, on a par exemple la Grèce et la Belgique. Et sur le continent américain, il y a plusieurs États des États-Unis. Mais c'est tout, voilà, le reste du monde autorise. Et malgré les arguments mis en avant, donc, le fait que les familles ont des liens moins proches de nos jours, peut-être plus en particulier à Taïwan, et que de nombreuses personnes ne connaissent même pas leurs cousins issus de Germain. Donc, c'est vrai qu'a priori... le contexte social a changé. Ouais. Et par ailleurs, selon la législation actuelle, les mariages entre cousins issus de Germain sont autorisés pour les couples de même sexe en raison du manque de risque de consanguinité pour leurs enfants, laissant penser qu'il existe peut-être là une différence de traitement et donc une inégalité potentiellement à corriger. C'est bizarre parce que je pensais pas que ça avait été mentionné dans la loi sur le mariage pour les personnes de même sexe à Taïwan, quoi. Ouais, j'avais pas entendu ça avant. Mais du coup, c'est plus une interdiction d'avoir des enfants que de se marier. En fait, le problème. On y vient. Mais je pense que pour les couples de même sexe, l'idée c'est que comme l'interdiction est basée sur le risque de naissance consanguine, du coup, c'est peut-être pas marqué dans la loi sur les unions homosexuelles. Mais c'est pas interdit formellement. C'est par déduction. Oui, c'est ça. Que c'est pas interdit. D'accord. Mais du coup, la loi actuelle, elle interdit le mariage ou le fait d'avoir des enfants ? Le mariage. Le mariage. On y vient. Alors,
autre argument, les avancées technologiques dans les examens prénataux, qui selon le rapport font que les risques biologiques pour les enfants de telles unions sont peut-être insuffisants pour justifier cette interdiction. Et alors on passe maintenant aux arguments en faveur d'une interdiction. Des experts médicaux interviewés sur le sujet ont alerté sur le fait que de tels changements pourraient aller contre l'éthique médicale et avoir pour conséquence des plus forts taux de problèmes ou de maladies génétiques à la naissance, ce qui pourrait augmenter les coûts de prise en charge pour le système de soins. Mais bon, là encore, je pense qu'on est vraiment sur un nombre de cas vraiment minime. Mais bon, ça c'est peut-être mon avis. Et sinon, il y a un autre médecin du département de gynécologie à l'hôpital général des vétérans de Taipei, qui a été cité par le quotidien United Daily News, a expliqué que de nombreux pays qui autorisent le mariage entre cousins germains proposent aussi des cours d'éducation pré-mariage, des contrôles médicaux prénataux, et que sans mesures de soutien de ce genre, il y aurait en effet un risque inévitable de maladies génétiques qui peuvent pourtant être prévenues, comme des maladies génétiques autosomiques récessives. En même temps, de l'autre côté, si ces personnes veulent vraiment être ensemble et avoir des enfants, elles peuvent le faire même sans se marier. On y vient. Alors maintenant, qu'en disent les politiques taïwanais, les personnalités politiques taïwanaises? Donc le député Zhong Jiabing du DPP a appelé, lui, à la prudence. Il a appelé à ne pas tirer de conclusions hâtives sur la base d'une seule décision de justice, puisqu'après tout, c'est un seul cas comme ça. Mais bon, après, ça, on ne parle pas non plus des cas de cousins qui n'ont peut-être pas pu se marier et qui ont tout simplement décidé de vivre ensemble. Ensuite, il a déclaré que tout changement du Code civil devait être fait avec une immense prudence et qu'il attendait de voir ce que le ministère de la Justice et le yuan judiciaire pensaient de la question. Du côté du KMT, le député Wu Zongxian a dit que la situation avait évolué depuis l'inscription de cette interdiction dans le Code civil et qu'au regard des avancées médicales récentes, on pouvait réfléchir en effet à utiliser la biotechnologie pour assouplir la loi de manière appropriée. Donc lui, il est plutôt pour. Et au sein du Parti du peuple taïwanais, le député Lin Guocheng était plutôt rangé du côté de l'opinion de son collègue du KMT, déclarant que cette interdiction avait été rendue nécessaire à l'époque lorsque Taïwan était une société assez fermée, avec de grandes familles dont les membres vivent assez proches les uns des autres, et donc que les conditions sociales de la société moderne, industrielle actuelle, sont très différentes aujourd'hui, d'autant plus, comme tu disais, que l'interdiction du mariage entre cousins n'empêche pas pour autant les couples concernés d'avoir des enfants sans être mariés. Donc peut-être que fixer une telle limitation est tout simplement inutile et que ça peut être juste peut-être un obstacle aussi, ou alors peut-être ça peut mener à des discriminations pour les enfants. C'est vrai qu'il y a très peu d'enfants qui naissent hors mariage à Taïwan maintenant, en tout cas. En tout cas, on entendra peut-être encore parler de ce sujet, comme pour la Joconde, parce que là, si j'ai bien compris, c'est un bureau de recherche du Parlement. Du Parlement qui s'intéresse à ça. Voilà. Et donc, il n'y a pas encore eu de décision qui a été prise. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'avis qui sont très tranchés non plus. Il y a parfois des avis un peu pour et contre, mais c'est peut-être à voir avec des avis médicaux, experts, pour voir un petit peu plus quels sont les risques. Et est-ce qu'on parle seulement d'un point de vue biologique pour les enfants, ou est-ce qu'on parle d'un point de vue éthique? Eh ben voilà, on arrive à la fin, donc... Merci beaucoup de nous avoir suivis pour On en parle à Taïwan. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine pour 3 nouveaux sujets d'actualité à Taïwan. C'était Lisa Dufaux, Floriane et Sasa. À bientôt. Au revoir.